L'histoire de la parution et de l'évolution de l'humain au fil des 3 millions d'années est marquée par un certain nombre de réalisations qui lui ont permis de s'adapter à un environnement pas toujours hospitalier. Cette capacité à s'adapter est précisément ce qu'on appelle l'intelligence. Ce n'est donc pas pour rien qu'on appelle l'homme l'Homo sapiens, car il a fait montre, au fil de son histoire, d'une grande capacité d'adaptation. Mais l'évolution de l'homme s'explique aussi par des capacités presque illimitées à fabriquer des outils. On l'appelle alors Homo faber. Ces outils ne sont pas seulement conçus pour défricher la terre ou pour influer sur la nature, ce sont surtout des instruments qui lui permettent de se défendre contre des ennemis. On tente à l'oublier, mais l'évolution de la science, justement, s'explique par le désir de l'homme de combattre son ennemi, d'avoir plusieurs coups d'avance sur lui. Dans cette optique, ce qu'on appelle les pays développés, ce sont précisément des pays qui ont été capables de développer des armes plus raffinées, plus destructrices, plus rapides et plus efficaces. Ainsi, les humains ont utilisé au fil des années, au fil des siècles, des armes bactériologiques, des armes nucléaires, des armes virales et des armes chimiques. Vous me demandez où je veux en venir avec tout cela. Je vous le dis net. Quand je lis certaines statistiques sur la montée fulgurante des drogues en Afrique et dans les pays noirs, il y a lieu de penser qu'une certaine guerre chimique a été initiée contre les peuples noirs. Nous parlerons donc de la drogue dans les pays noirs à cette émission. Caméra et montage, Winnie J, microphone Jean-Fils Aimé, bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver ce dimanche matin encore à cette tribune où nous parlons des vraies choses, où nous parlons de ce qui nous concerne, où nous faisons de l'histoire, où nous adressons des problématiques actuelles, des problématiques contemporaines. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de la montée fulgurante des drogues chez nous. Vous ne le savez peut-être pas, mais bientôt, l'Afrique va être le deuxième plus grand marché au monde en termes de consommation des drogues dures. Le deuxième plus grand marché au monde. Des drogues dures, quand même. On va dire les vraies affaires ce matin encore. Je vous invite donc à vous offrir à ce stade-ci une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. En tout cas, offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. J'ai besoin de toute votre attention. On va se dire les vraies affaires. On s'arrête ici pour une courte pause. Vous restez là. Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de parler de la montée fulgurante des drogues sur le continent africain et dans des pays d'afro-descendants. Je vais, à ce stade-ci, vous présenter un certain nombre de faits, vous présenter un certain nombre de chiffres qui finiront par vous convaincre que, mais la drogue, chez nous, c'est sérieux. Et si je fais ça, ce sera pas tellement pour vous rappeler les effets nocifs, les effets délétères des drogues dures sur le cerveau humain,
Mais je tenterai de mettre ça dans un contexte plus large d'une guerre chimique, d'une guerre neurologique qui est initiée contre nos peuples. Car ne nous trompons pas, à travers l'histoire, on a utilisé des armes bactériologiques, on a utilisé des armes nucléaires, on a utilisé, n'est-ce pas, des armes chimiques contre des ennemis allégués. Et quand un peuple commence à être trop encombrant, c'est notre cas, puisque bientôt nous allons constituer 40% de la population humaine, eh bien, on conçoit des plans machiavéliques pour déstructurer ces peuples, pour les réduire à leur plus simple expression. Et le maître mot à retenir, c'est que pour faire la guerre aujourd'hui, on n'a plus besoin de tirer un canon. On peut initier des guerres, on peut détruire toute une communauté seulement par l'utilisation des drogues dont les effets neurologiques sont avérés. Alors, commençons par regarder ces faits, commençons par regarder ces statistiques, et vous comprendrez par vous-même que le phénomène de la drogue, il est sérieux chez nous, et il n'est pas en train de s'installer comme s'il tombait du ciel. C'est un phénomène qui est conçu par nos ennemis de manière à empêcher que nos jeunes ne soient jamais maîtres de leur destin. Commençons par quelques chiffres et quelques faits durs. En 2050, l'Afrique sera le deuxième plus gros consommateur de drogue au monde. Imaginez, le deuxième plus grand marché de consommation de drogue dure au monde. Je ne sais pas votre âge, mais essayez de vous reporter par la pensée à il y a 20 ans de cela. Eh bien, les drogues dures étaient un phénomène marginal dans nos pays. Et pourtant, on prévoit qu'en 2050, l'Afrique sera le deuxième plus gros consommateur de drogue dure au monde. L'Afrique de l'Ouest est devenue le carrefour principal pour le transit de la cocaïne en provenance d'Amérique latine à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La côte est africaine est devenue, pour ces mêmes destinations, le carrefour du trafic d'héroïne en provenance d'Afghanistan et du Pakistan. L'héroïne est concentrée sur la côte orientale de l'Afrique et dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Nigeria et le Ghana, et de l'Afrique australe, comme le Mozambique. Ces pays-là ont aussi la plus forte concentration de trafic d'héroïne de la région. La cocaïne est largement concentrée en Afrique de l'Ouest et les drogues synthétiques, celles qui sont les plus dangereuses parce qu'elles détiennent des substances psychoactives, sont concentrées en Afrique du Sud, au Nigeria, au Soudan, au Cameroun, en République centrafricaine et au Tchad, avec des taux de consommation croissants dans tous ces pays. Si en 2016, il y avait 1,8 million de consommateurs de cocaïne sur le continent, bientôt, nous allons être, toutes drogues confondues, le deuxième plus grand marché de consommation de drogue au monde. De plus, ce qu'il y a de plus inquiétant encore, tous les grands cartels spécialisés dans le trafic de la drogue, spécialisés dans le trafic des armes, spécialisés dans des violences urbaines, tous ces cartels sont déjà présents chez nous. À titre d'exemple, la 'Ndrangheta, un groupe mafieux italien, est déjà présent en Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Algérie. La Cosa Nostra, un autre cartel de drogue sicilien très connu, mais également très célèbre, n'est-ce pas, pour ses crimes, pour la manière dont ce cartel avait déstabilisé l'État italien, est déjà présent dans plusieurs pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Ghana. En plus du trafic de la drogue, le cartel Cosa Nostra a été très impliqué dans le commerce des diamants illégaux et dans d'autres minéraux. La Camorra, un autre cartel italien de Naples,
est déjà aussi présent en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest et en République centrafricaine. Or, nous le savons, la Camorra est très associée à la violence, à la prostitution, à la drogue et au trafic d'êtres humains. D'autres cartels de drogue et d'armes illégales sont présents aussi et massivement présents en Afrique. Pensons à des cartels mexicains qui sont non seulement actifs dans le trafic des drogues dures, mais qui sont également très impliqués dans des tactiques de violence urbaine et dans des trafics humains. Tous ces cartels sont présents déjà en Afrique car ils veulent profiter de ce marché qui souvent, n'est-ce pas, ne dispose pas de frontières solides. On le sait, entre les pays africains, ce sont souvent des frontières poreuses. Eh bien, tous ces cartels sont présents pour profiter de notre jeunesse, pour profiter de ce marché. Entre-temps, nos gouvernements ne font à peu près rien. Nos États se sentent impuissants et les drogues dures sont en train d'envahir le cerveau de nos jeunes. Pensez-vous que tout cela soit le fruit du hasard? N'est-il pas raisonnable de penser que tout cela est peut-être construit parce que l'Afrique représente une menace pour le monde occidental? Bientôt, l'Afrique va être le foyer de 40% de la population humaine. Nous sommes quand même le continent le plus riche, avec une population extrêmement jeune. Or, comme le disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, pour gagner une bataille, on n'a pas toujours besoin de tirer un canon. On peut utiliser des armes bactériologiques, on peut utiliser des armes virales, on peut surtout utiliser des armes neurologiques pour contrôler le cerveau d'une population et s'assurer ainsi d'avoir une mainmise sur ses ressources. N'est-il pas raisonnable de penser que c'est précisément ce qui est en train de se faire en Afrique et dans les pays d'afro-descendants? Pour vous mettre en contexte, il y a environ 2 ans, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, dans une conférence publique qu'il présentait dans un amphithéâtre, n'est-ce pas, très bondé avec des gens qui l'applaudissaient à tout rompre, il a dit que le plus grand problème de l'Occident, ce n'est pas un problème écologique. Il dit le plus grand problème de l'Occident, ça va être un problème démographique lorsque justement l'Afrique va être 40% de la population humaine et que ces gens-là, je cite toujours Nicolas Sarkozy, vont arriver, n'est-ce pas, affamés à nos frontières. Là va commencer le vrai problème. Anticipant ce problème, n'est-on pas en train de déstructurer nos populations? N'est-on pas en train de déstructurer tout un continent? N'est-on pas en train de déstructurer les pays des afro-descendants en ouvrant justement leurs frontières au trafic de la drogue avec toutes les conséquences que nous savons associées à de telles substances? Je voudrais donc vous parler de cette problématique à l'émission de ce matin. On tente à l'oublier, mais les pays qu'on appelle les pays avancés, les pays qu'on appelle les pays développés, ils sont des pays développés parce qu'ils ont su développer avant les autres des armes plus raffinées, des armes plus destructrices, des armes plus efficaces. Je l'ai dit dans mon texte liminaire que ce qu'on appelle la science et l'histoire de l'évolution de la science, c'est une histoire de violence. Beaucoup d'avancées technologiques d'aujourd'hui, beaucoup d'avancées scientifiques ont été réalisées à la suite justement d'une demande de l'industrie militaire pour le département de la défense des divers pays. J'aime prendre l'exemple le plus connu, le GPS, le système de géolocalisation dont nous nous servons, nous comme civils, n'a pas du tout été conçu pour aider les civils à retrouver leur chemin nullement.
Ça a été une technologie qui a été développée par le département de la défense des États-Unis depuis les années 70. Et avec cette technologie, cela leur a permis, n'est-ce pas, de trouver plus rapidement leur chemin que les autres, d'identifier justement le positionnement de l'ennemi et de pouvoir l'abattre plus facilement. Et donc, les pays qui veulent contrôler les autres ne lésinent pas les moyens, ne lésinent pas des ressources pour être toujours des coups d'avance sur les autres peuples de manière à les éliminer, contrôler leurs ressources et contrôler leur territoire, car c'est de cela qu'il s'agit. Si vous vous en doutez encore, je vous invite à lire un best-seller qui est sorti il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Le Principe de Lucifer. Dans ce livre-là, l'auteur nous rappelle que la violence est au cœur de la nature et que toute action humaine qui lui permet, n'est-ce pas, de progresser s'inscrit dans une logique de la violence. Et c'est ainsi, nous le savons, par ailleurs, que les peuples que l'on considère aujourd'hui comme des peuples civilisés, les peuples que l'on considère aujourd'hui comme des peuples économiquement développés, ils le sont parce qu'ils ont su développer des armes destructrices avant les autres. Pour ne rappeler que quelques exemples, eh bien, à la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'avaient absolument pas besoin d'utiliser 2 fois plutôt qu'une la bombe nucléaire contre le Japon. Le Japon était déjà à genoux, le Japon allait de toute manière perdre. Les nazis allaient de toute manière perdre la guerre, mais les États-Unis voulaient faire la démonstration que eux avaient maîtrisé bien avant que les autres la technique pour fabriquer la bombe nucléaire. Alors, ils l'ont larguée 2 fois plutôt qu'une, question d'envoyer le message que nous sommes prêts à une nouvelle conquête des ressources des autres. Des exercices qui visent la conquête de l'espace n'ont rien à voir avec la recherche scientifique fondamentale, n'ont rien à voir avec la recherche scientifique pure. Ce sont des exercices qui visent à donner des longueurs d'avance à des peuples, lesquelles longueurs d'avance vont leur permettre justement de s'accaparer des ressources avant les autres. Or, imaginez ce que l'Afrique a toujours représenté pour l'Occident. L'Afrique a toujours représenté, avec raison d'ailleurs, l'Eldorado pour l'Occident. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, cela a commencé au moins depuis la fin du Moyen-Âge, lorsque l'Occident allait s'effondrer pour des problèmes sociaux, lorsque l'Occident allait s'effondrer pour des problèmes sanitaires, lorsque l'Occident allait s'effondrer pour des problèmes économiques. Pensez aux mauvaises récoltes, n'est-ce pas, qui se sont multipliées vers la fin du Moyen-Âge. Et là, l'Occident a fait la découverte, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et depuis ce temps, l'Afrique n'a pas cessé d'être le grenier du monde pour l'Occident. Sauf qu'autrefois, on pouvait, à la suite d'une bénédiction de l'Église, réduire toute cette population-là en esclavage. Autrefois, on pouvait entrer sur ce territoire, l'occuper, au nom du fait que sur ces peuples-là ne régnaient pas de véritables États. Mais on ne peut plus le faire aujourd'hui parce qu'il y a une espèce de sensibilisation de la conscience à ces crimes trop ouverts. Donc, on doit développer des méthodes beaucoup plus raffinées, développer des méthodes beaucoup plus subtiles. Or, la croissance démographique de l'Afrique et la richesse de son continent représentent à la fois une menace pour l'Occident et des opportunités pour les Occidentaux. Une menace. Bientôt, je l'ai dit, eh bien, les Africains vont constituer 40% de la population humaine. Et déjà, les chefs occidentaux disent, écoutez, ces gens-là ont déjà des problèmes de sécurité alimentaire, ils ont déjà des problèmes économiques, ils ont des problèmes de pauvreté, ils ont des problèmes de chômage, eh bien, ils vont venir chez nous. Et on ne pourra pas continuer à les laisser se noyer en haute mer, comme on l'a vu, n'est-ce pas, de la part de certains pays de la Méditerranée qui ont laissé nos frères africains se noyer parce qu'ils étaient en quête d'une vie meilleure. On ne pourra pas bientôt, n'est-ce pas, leur refuser l'entrée chez nous en refusant de leur accorder des visas. Ils vont arriver de toute manière. Que faire? Et là,
on va utiliser ce qu'on a déjà utilisé dans l'histoire. Des armes bactériologiques, des armes chimiques, des armes neurologiques. Vous savez, je suis pas un complotiste. Je suis un historien. Je regarde l'histoire, la tête froide, sans état d'âme, pour voir ce qui a été fait contre les peuples et dans quel but cela a été fait. Vers la fin du Moyen-Âge, il y a eu une pandémie qu'on appelait justement la peste noire, qui en quelques années, en moins d'une dizaine d'années, a éliminé plus de la moitié de la population européenne. Sauf que ce qu'on nous dit pas, c'est que la peste noire était souvent utilisée comme arme bactériologique contre d'autres peuples. Vous savez ce qu'on faisait? Quand il y avait, n'est-ce pas, des cas de mort avérés dus à la peste noire, les gens ramassaient ces corps-là et les catapultaient dans d'autres villes, et les catapultaient dans d'autres communautés, et les catapultaient dans d'autres villages pour s'assurer d'éliminer ces gens-là afin de pouvoir s'accaparer de leurs biens. C'était des guerres bactériologiques. À la Première Guerre mondiale, je dis bien à la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a utilisé, n'est-ce pas, de la vapeur pour tuer jusqu'à 10 000 personnes à la fois. On appelle ça justement une guerre chimique. Eh bien, aujourd'hui que l'Afrique représente une menace pour les Occidentaux, mais en même temps une opportunité, ça demeure le continent le plus riche. Comment se débarrasser d'une partie de ces gens-là sans alarmer la conscience humaine et faire main basse sur leurs ressources sans que personne ne s'en rende compte? Alors, des gens vont regarder ce qui a déjà été fait dans l'histoire, considérer les résultats effectifs, les résultats efficaces qui ont été obtenus, et ils vont dire, si ça a marché ailleurs, ça peut aussi marcher en Afrique. Où est-ce que ça a marché? L'utilisation des drogues contre les peuples noirs? Aux États-Unis. Je voudrais qu'on en parle. Les États-Unis ont utilisé et utilisent encore la drogue pour contrôler la population noire et s'assurer qu'une grande quantité de cette population se retrouve en prison. Vous savez, en 2017, une avocate militante des droits civiques du nom de Michelle Alexander a sorti un bel ouvrage dont je vous recommande la lecture. Le nom de ce livre, c'est « La couleur de la justice ». Cette dame nous a sorti une statistique en 2017 nous disant que si en 1860, écoutez bien là, en 1860, 1865, en particulier en 1865, lorsqu'on a aboli l'esclavage, on avait dénombré 4 millions d'esclaves aux États-Unis. Eh bien, selon les statistiques qui nous sont fournies par cette dame, dans son livre paru en 2017, il y a beaucoup plus de Noirs qui se retrouvent en prison ou dans le système judiciaire américain qu'il n'y a eu d'esclaves en 1865. Est-ce que vous entendez cela? Il y a beaucoup plus de Noirs qui se retrouvent en prison ou dans le système judiciaire, n'est-ce pas, américain, que ce soit en liberté conditionnelle ou qui doivent, n'est-ce pas, aller voir régulièrement un juge, qu'il n'y a eu d'esclaves aux États-Unis en 1865. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Puisqu'à un moment donné, on ne pouvait plus maintenir l'esclavage traditionnel tel qu'il a toujours été pratiqué au fil des 2 ou 3 derniers siècles. On a libéré les Noirs. Mais ces derniers n'ont jamais joui d'une liberté pleine et entière, puisque, comme on l'a vu à quelques reprises à cette émission, à l'abolition de l'esclavage, on a passé à une autre étape qui était, n'est-ce pas, le péonnage. On a passé aux lois Jim Crow qui faisaient des Noirs des citoyens de seconde zone qui se sont retrouvés au bas de l'échelle. Et lorsque, n'est-ce pas, des Noirs se sont battus pour l'obtention de leurs droits civiques et qu'ils ont été assassinés pour cette cause, on a finalement accordé des droits aux Afro-Américains, mais rapidement, au nom de la lutte contre la drogue, dès les années 70. Imaginez, hein,
C'est dans les années 60 qu'on a voté les droits civiques pour les Noirs, mais moins d'une dizaine d'années plus tard, au nom de la lutte contre la drogue, des présidents comme Nixon, des présidents comme Ronald Reagan, des présidents comme George Bush père, des présidents comme Bill Clinton, nous allons parler de lui, ont mis en place une législation qui va emprisonner au fil des années plus de Noirs qu'il y a eu d'esclaves noirs aux États-Unis. Alors, vous pensez que de s'imaginer que la drogue fait partie d'une tactique de guerre neurologique, que de s'imaginer que la drogue fait partie d'une tactique de guerre chimique contre les Noirs, vous réalisez que c'est pas de la conspiration, ce sont des faits que je vous amène aujourd'hui. La question se pose, mais d'où viennent les drogues? Qui laisse passer ces drogues-là dans nos frontières? Et surtout, à qui les drogues profitent-elles? Dans les années 80, tandis que Ronald Reagan prétendait mener la lutte contre la drogue, et quand il disait qu'il allait mener la lutte contre la drogue, qu'il allait être tough contre la drogue, eh bien, il visait les communautés noires. Hein? Mais ce qu'on a découvert, vous avez sûrement entendu parler de l'Irangate, ce scandale politique aux États-Unis sous le gouvernement Reagan qui révèle que, au fait, c'est l'État américain qui importait de la drogue aux États-Unis. Pour quelle raison? Pour trouver de l'argent de manière à corrompre, n'est-ce pas, les communautés noires, les jeter en prison, mais également soutenir les contras au Nicaragua. Qu'est-ce que c'est que l'Irangate? Eh bien, l'Irangate, c'est, sous Ronald Reagan, une politique qui a été mise en place par les conseillers de Reagan, politique au terme de laquelle on vendait illégalement des armes à l'Iran, d'où le mot l'Irangate, de l'argent recueilli de la vente d'armes illégales à l'Iran, on finançait la guerre civile au Nicaragua, on prenait fait et cause pour les Contras, et en contrepartie, les avions américains qui larguaient des armes aux Contras pour les soutenir, n'est-ce pas, dans la guerre civile, ces avions étaient rechargés en drogue, en cocaïne, qui était entrée sans contrôle aux États-Unis, et devinez où on vendait ces drogues, devinez où on introduisait ces drogues dans les communautés noires. Entre-temps, ce même Ronald Reagan passait des lois de plus en plus strictes, de plus en plus drastiques contre les communautés noires, et au final, lorsqu'on regardait le comportement au niveau du consommateur blanc et le comportement au niveau du consommateur noir, il y avait une drogue pour les riches qu'on retrouvait dans la classe moyenne des Blancs. Ces gens-là ne se faisaient pas arrêter par la police. Il y avait une drogue pour les pauvres qui avait, n'est-ce pas, des effets psychoactifs, ce qu'on appelle le crack. Et ces gens-là, on les arrêtait, pas parce qu'ils étaient des producteurs de la drogue, parce qu'ils en avaient une simple possession. On les arrêtait parce qu'ils consommaient, et tout un vocabulaire a été mis en place pour justifier l'emprisonnement des Noirs. Déjà, tout le vocabulaire a été mis en place par les médias pour identifier une groupe ethnique. Et vous savez quoi? Chaque président qui succédait à un autre voulait prouver à la population américaine qu'il était encore plus tough sur les drogues, et il y allait d'une législation encore plus drastique, et on forgeait des termes comme crack mom pour les femmes noires qui prenaient du crack et qui arrivaient à vendre leurs bébés, qui vendaient les jouets de leurs bébés, qui se prostituaient pour acheter du crack. On parlait de crack babies, ce sont des enfants qui sont nés sous l'effet du crack. Et vous savez ce qu'on faisait? Dès qu'une femme qui prenait du crack venait d'accoucher, on lui arrachait son bébé et on criminalisait justement cette femme pour avoir pris du crack tandis qu'elle était enceinte. Et qu'est-ce qu'on disait? On l'accusait d'avoir empoisonné au crack son bébé qu'on lui arrachait déjà. On parlait de crack communities pour référer aux Noirs. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que
Lorsque Clinton a passé sa loi en 1994, qui durcissait le ton de l'État contre ceux qui consommaient de la drogue, contre ceux qui en possédaient, eh bien, 2/3 de ceux qui consommaient du crack à Los Angeles étaient des Blancs. Et pourtant, pendant l'année 94, tous ceux qui se sont fait arrêter pour usage, pour possession ou pour consommation du crack étaient tous des Noirs. Et quand on regardait les statistiques, Jesse Jackson le disait, le crack tuait beaucoup plus de Noirs que les Ku Klux Klan en ont tué. Quand on considérait le nombre de Noirs, la quantité de Noirs qui se sont soit retrouvés en prison ou dans les raies du ministère de la Justice, il y en avait plus de Noirs qui se retrouvaient en prison ou bien dans le système de la justice qu'il n'y avait d'esclaves en 1865. Puisque l'État américain avait choisi de réduire la population noire, de l'emprisonner en lâchant littéralement des drogues dures dans cette communauté, eh bien rapidement on a vu les conséquences. Des athlètes ont été tués par le crack. Vous étiez peut-être trop jeune pour vous rappeler cela, mais en 1986, on est encore frappé par la mort de Len Bias, ce grand joueur de basketball qui justement allait s'amuser avec quelques amis. Il a touché au crack une seule fois et le jour même, il en est mort d'une crise cardiaque. C'était aussi le cas du grand joueur de football américain, justement, Don Rogers, qui a touché au crack et qui en est mort le jour même. Que dire d'autres vedettes qui sont mortes, n'est-ce pas, ou dont la vie a été réduite à sa plus simple expression à cause de l'utilisation du crack. Regardons encore quelques statistiques beaucoup plus tristes, beaucoup plus alarmantes de la manière dont la drogue est utilisée aux États-Unis par l'État américain, j'insiste, pour contrôler la communauté noire. Et pour faire en sorte que même si en théorie, les Afro-Américains ont des droits civiques, mais qu'il y ait plus d'entre eux qui se retrouvent en prison ou bien dans le système de la justice qu'il n'y a eu d'esclaves en 1865. Selon les statistiques tirées du livre de Michel Alexander, écoutez ça, c'est très éloquent comme chiffre. Un homme noir sur 14 est en prison contre un homme blanc pour 106. Vous regardez la disproportion? Sur chaque 14 noirs, il y a un qui est en prison. Tandis que pour les blancs, sur chaque 106 blancs, il y en a un qui se retrouve en prison. Regardez le décalage. Regardons encore. Près de 12% d'enfants afro-américains ont au moins un parent qui se retrouve en prison pour cause de la drogue. Donc 11,4% d'enfants afro-américains ont au moins un parent qui se retrouve en prison pour de la drogue. Si vous comparez cela aux parents blancs, c'est moins de 2% d'enfants blancs qui ont un parent se retrouvant en prison à cause de la drogue. Et une étude de l'Université de la Californie prouve que les enfants dont les parents sont détenus, justement, souffrent davantage de déficit d'attention, ils ont des problèmes d'apprentissage et ils ont des retards de développement. Donc, vous notez que c'est le mythe de Sisyphe, c'est un problème dont on ne sortira jamais puisque 12% d'enfants afro-américains ont au moins un parent en prison et que cela engendre des problèmes de déficit d'attention, des problèmes de développement, des problèmes, n'est-ce pas, d'apprentissage. Donc, les Noirs sont condamnés à rester au bas de l'échelle américaine et alors ils vont se retrouver en prison. On continue avec les statistiques. Un blanc sur 17 court le risque de se faire arrêter par la police. Sur chaque 17 blancs, il y en a un qui court le risque de se faire arrêter par la police. Pour un hispanique, c'est sur chaque 6 hispaniques, il y en a un qui court le risque de se faire arrêter par la police.
Vous savez quel chiffre pour les Noirs? Pour chaque 3 Noirs, il y en a un qui court le risque de se faire arrêter par la police. Avec ces chiffres-là, vous comprenez que on n'a plus besoin de l'esclavage. Vous comprenez qu'on n'a plus besoin de la colonisation. On n'a qu'à laisser entrer la drogue dans les communautés noires. On n'a qu'à y couler, n'est-ce pas, des drogues dures. On n'a qu'à y couler le crack et les drogues vont faire le travail tout seul. Qu'est-ce qu'on vise en introduisant les drogues dures dans les communautés noires? Eh bien, ce qu'on a toujours cherché à obtenir par l'utilisation des armes neurologiques, par l'utilisation des armes bactériologiques ou par l'utilisation des armes chimiques. Voici les effets que produit le crack. La paralysie, la faiblesse musculaire, le manque de coordination, la perte de sensation, des crises d'épilepsie, des états de confusion et surtout l'altération des fonctions cognitives. Dès que quelqu'un touche au crack, il en devient accro dès la première utilisation. Donc, il va toujours vouloir utiliser du crack. Pour avoir du crack, il aura besoin d'argent. Donc, s'il n'en a pas, il va voler, il va se prostituer, il va commettre des crimes. Je l'ai dit, il y a des mères qui vont jusqu'à vendre leurs enfants pour avoir de quoi consommer du crack. Les États-Unis sont au courant de tout cela. Les États-Unis disposent des frontières les plus fermées au monde. D'où vient que le crack continue d'être trafiqué sur le territoire américain? C'est qu'il y a une pensée idéologique derrière tout cela. Puisqu'on ne peut plus utiliser l'esclavage, puisqu'on ne peut plus utiliser la colonisation, puisqu'on ne peut plus utiliser les lois Jim Crow pour séparer les Blancs d'avec les Noirs, foutons-les en prison en votant des législations de plus en plus strictes contre la drogue et faisons en sorte que dans l'imaginaire populaire, on puisse associer le noir à la drogue et associer le noir à la violence. Vous savez, dans cet appareillage de lois de plus en plus strictes, votées par le Congrès américain et signées par les présidents américains, je pense à Reagan, je pense à George Bush père, je pense à Clinton. Vous savez, quand quelqu'un aux États-Unis, en particulier les Noirs, est arrêté pour simple possession du crack ou pour de la consommation du crack, non seulement il court le risque d'être jeté en prison, ce qui est 9 fois sur 10 le cas, on lui enlève son droit de vote. Vous vous souvenez qu'après l'abolition de l'esclavage, malgré le fait qu'en théorie, en 1870, les Noirs avaient le droit de vote, eh bien, ils n'ont jamais pu voter. Eh bien, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, en 2021, mais si on vous arrête pour consommation du crack, pour simple possession du crack et qu'on vous envoie en prison, même au sortir de la prison, vous avez perdu votre droit de vote. On vous coupe vos allocations. Les gens se droguent souvent parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ne travaillent pas. Et l'État, n'est-ce pas, dans sa politique d'aide de dernier recours, offre des allocations alimentaires, des bons alimentaires. Eh bien, si vous vous faites arrêter pour simple possession de crack, en sortant de la prison, on vous coupe vos allocations, on vous coupe vos bons alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous condamne à voler, à commettre des crimes, à recommencer à prendre de la drogue et à retourner en prison. Les États-Unis d'Amérique investissent jusqu'à 182 milliards de dollars dans son système carcéral et dans son système judiciaire. Donc, c'est sérieux là. L'idée d'emprisonner des Noirs, de faire en sorte qu'il y en ait plus en prison que qu'il y en avait d'esclaves, c'est sérieux. 182 milliards, c'est jusqu'à 10 fois le budget de la NASA. Cela vous permet de comprendre que la conquête de l'espace est importante, mais elle est moins importante pour l'État américain que le fait d'emprisonner des Noirs pour prise de possession ou simple possession de drogue que l'État américain introduit lui-même.
Je vous ai parlé de ce scandale sous Reagan. Quelques conseillers de Reagan, quelques ministres ont été reconnus coupables d'avoir mis en place cette politique qui fermait les yeux sur l'entrée de la drogue aux États-Unis. Ils ont été condamnés. Mais vous savez, le successeur de Ronald Reagan, nul autre que son ancien vice-président, le président George Bush père, qui lui était responsable de la lutte contre la drogue, il les a amnistiés. Parce que pour lui, c'était rien de grave. On introduisait de la drogue aux États-Unis, cela nous permettait d'avoir de l'argent, et on parle de beaucoup d'argent, et en plus, cela permettait d'emprisonner des Noirs et de faire en sorte que la plupart d'entre eux se retrouvent en prison ou perdent leurs droits civiques. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. Le trafic de la drogue, c'est pas seulement une affaire de gros sous, c'est une affaire de gros sous. Selon la Banque mondiale, le marché de la drogue représente 652 milliards de dollars par année. 652 milliards de dollars par année. Donc, puisqu'on nous prévient que l'Afrique va être le deuxième plus grand marché de consommation de toutes sortes de drogues dans quelques années, ça signifie que beaucoup d'argent vont s'y brasser. Mais ces sommes d'argent qui vont se brasser chez nous ne seront jamais mises au service du développement du pays, du développement du continent. Déjà dans nos pays d'afro-descendants, nos pays sont devenus, n'est-ce pas, des lieux de transit de la drogue vers les États-Unis. Nos pays sont devenus des lieux de transit de la drogue vers l'Europe. Mais est-ce qu'ils sont plus développés pour autant? Non. Ce que la drogue fait dans nos pays, c'est de corrompre notre jeunesse, de zombifier nos jeunes, puisqu'il y a des effets neurologiques des drogues, et de s'assurer, puisque c'est avec l'humain qu'on fait du développement, que nous ne nous développerons jamais, puisque nos jeunes vont être restés accros et dépendants de ces drogues-là. Pourquoi il faut prendre ces statistiques au sérieux, les amis? C'est parce qu'on le voit. On ne nous fait pas de cadeaux. Avec toutes ces formes de collaboration, toutes ces formes de coopération, n'est-ce pas, dont bénéficie l'Afrique, eh bien, nos pays tuteurs, qui sont soi-disant nos pays amis, auraient dû être alertés et empêcher justement ces cartels-là d'entrer chez nous. Non seulement sont-ils entrés chez nous, mais dans bien des cas, ils contrôlent nos États. Pensez à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, il y a quelques années, était devenue un véritable narco-État qui était pris en charge par les cartels de la drogue au point de marginaliser le gouvernement et de traumatiser les populations. Donc il faut prendre la drogue au sérieux parce que la drogue est une arme qui est utilisée pour neutraliser une communauté, pour neutraliser une population. On l'a vu aux États-Unis, on le voit encore aux États-Unis. La vérité, c'est que quand la drogue entre chez nous, c'est jamais pour faire du développement, c'est jamais pour faire du développement durable. Les effets sont terribles sur les jeunes, corruption, prostitution, violence. Les cartels de drogue, c'est presque une blague de le dire, ne payent pas d'impôts. Donc ce n'est pas parce que c'est un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars et que l'Afrique va devenir, n'est-ce pas, le deuxième plus grand consommateur que ces sommes d'argent-là vont être mises au service de l'État. C'est bien le contraire. Lorsque des cartels de drogue s'installent dans un pays comme les nôtres, n'est-ce pas, c'est pour corrompre les gouvernements, pour corrompre les fonctionnaires et pour neutraliser les juges. Des pots de vin vont circuler, mais l'argent va retourner d'où il vient, c'est-à-dire dans les pays occidentaux. Car on constate que lorsque les trafiquants de drogue infiltrent des gouvernements, eh bien, ils
corrompre le processus politique. On croit être en démocratie, on va voter pour des gens, mais c'est jamais des gens pour lesquels on vote qui seront élus, puisque ceux qu'on veut à la tête des pays vont être financés par les cartels de drogue, parce que ceux-là vont continuer à ouvrir les frontières pour l'installation du trafic de la drogue. Le trafic de la drogue, cela va sans dire, attire toujours le trafic d'armes à feu et le trafic d'êtres humains. Le trafic de la drogue fait toujours dans du blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles comme la prostitution, comme la pornographie. Donc quand il y a trafic de drogue dans un endroit, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait une flambée de violence, à ce qu'il y ait aussi une flambée de conflits armés extrêmes. Enfin, il faut prendre au sérieux la montée fulgurante des drogues chez nous parce que ce sont des armes neurologiques que les États dits amis utilisent pour contrôler les populations noires. Essayons d'imaginer. Si l'État américain fait cela contre ses propres ressortissants sur son propre territoire, qu'est-ce que les pays dits tuteurs comme la France, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis, comme la Belgique justement, qu'est-ce que ces pays-là ne feraient-ils pas contre notre jeunesse pour s'assurer qu'on n'aille jamais de l'avant et pour s'assurer d'avoir toujours le contrôle de nos ressources? Vous le savez, les études sont là pour le prouver. La drogue dissocie la personne d'elle-même. Le crack dissocie la personne d'elle-même, en sorte qu'elle ne sait même plus ce qu'elle fait. Le crack isole la personne de sa famille. Le crack lui fait perdre, n'est-ce pas, tout sens moral. Le crack lui fait perdre tout sens éthique, au point que des gens sous l'effet du crack vont jusqu'à vendre leur propre bébé. Alors imaginez, ce sont ces drogues-là qui entrent chez nous. C'est ce marché-là que l'Afrique va représenter dans quelques années. Et malgré toutes les coopérations, on n'entend aucun service de renseignement de la France, on n'entend aucun service de renseignement des États-Unis, on n'entend aucun service de renseignement du Royaume-Uni s'alarmer pour cela. Savez-vous pourquoi? Il y a une phrase qu'on disait déjà sous Ronald Reagan. Laissez les Noirs s'entretuer par la drogue car ce sont des animaux. On constatait justement dans les années 80, dans les années 90 que des policiers observaient la vente et l'achat des drogues dures dans les communautés noires et ne réagissaient même pas. Parfois, ils attrapaient quelqu'un avec un sac de crack et ils le laissaient partir en disant, écoutez, ce sont des Noirs, laissez-les s'entretuer, ce sont des animaux. Pourquoi on permet à tous ces cartels de s'installer chez nous? Pourquoi quand il s'agit de crise politique, la France va envoyer ses troupes tout de suite, n'est-ce pas, dans la France-Afrique pour imposer son candidat? Mais quand il s'agit de problèmes beaucoup plus graves qui menacent l'avenir de nos jeunesses, l'avenir de nos pays, les services de renseignement laissent faire. Face au fléau de la drogue, mes amis, face au fléau de la drogue, mes frères et sœurs noirs, c'est nous qui devons nous réveiller. Regardez comment on ne nous fait pas cadeau. Déjà, nos pays sont divisés par toutes sortes de chapelles politiques, d'idéologies politiques qui nous sont imposées par l'Occident. Nos pays sont aux prises avec des conflits religieux qui s'expliquent par les religions importées. Nos jeunes sont désœuvrés parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, parce que s'ils vont à l'école, ils se retrouvent quand même au chômage, ils sont désillusionnés, désenchantés par les religions. Mais en plus de tous ces problèmes, on est en train de nous entrer dans la gorge
les drogues dures. Mais bon Dieu, quand est-ce qu'on va nous laisser tranquilles? À cette question, jamais. On ne nous laissera pas tranquilles parce que nous avons des populations extrêmement jeunes. Qui dit jeunesse dit l'avenir. Les Occidentaux, eux, sont aux prises avec le vieillissement de leur population. Vous pensez qu'ils vont nous aimer de regarder les pays d'afro-descendants, de regarder les pays africains et de voir comment 50% de cette population-là est faite de jeunes? Non, il faut qu'ils corrompent cette jeunesse. Ils ont réussi à nous diviser les uns avec les autres par la religion. Ils nous divisent, n'est-ce pas, par des guerres de politique idéologique. Maintenant, c'est la drogue qu'ils utilisent. Comment gagner la guerre contre la drogue? La première des choses, c'est qu'on ne peut pas gagner la guerre contre la drogue en restant divisé ou en restant fragmenté. Les États frontaliers, des États qui se partagent les mêmes frontières, ne peuvent pas isolément gagner la bataille contre la drogue. Ils ont besoin de s'entendre. Voilà pourquoi l'occidental n'aime pas ça quand deux pays africains s'entendent. Ils n'aiment pas ça quand deux politiciens s'entendent. Ils n'aiment pas ça quand deux intellectuels africains s'entendent. Pour quelle raison? Parce qu'ils savent que les véritables guerres, pour les gagner, nous devons nous entendre. Et là, je parle de cette guerre neurologique qui est lancée contre nous par la drogue. Il faut qu'il y ait, en plus d'une fédération, des États africains pour lutter contre la drogue. Et dans ce sens-là, l'Union africaine pourrait être utile. Mais il faut une véritable volonté politique. Pour gagner la guerre contre la drogue, les pays africains doivent se partager entre eux des renseignements, des informations. Vous ne pouvez pas faire ça à l'intérieur de votre pays, garder les informations, les renseignements que vous détenez sur tel cartel, sur tel trafiquant. Vous devez partager cette information-là avec les autres. Savez-vous pourquoi? La drogue réfère à une guerre raciale. Aux États-Unis, la drogue est utilisée par l'État américain pour maintenir le noir au bas de l'échelle sociale. Donc la drogue, c'est une arme qui est utilisée dans une guerre raciale. Si les cartels de drogue sont présents en Afrique, c'est d'abord pour faire de l'argent, mais ensuite pour maintenir notre race, pour maintenir nos peuples au bas de l'échelle. Alors si eux, les cartels de drogue, s'entendent pour rentrer chez nous, à combien plus forte raison nos divers gouvernements doivent-ils s'entendre pour partager des informations entre eux, arrêter ces trafiquants de drogue, les retourner chez eux et faire en sorte qu'ils ne rentrent plus chez nous? Malheureusement, beaucoup de nos gouvernements, je le sais, en Haïti, c'est le cas. Beaucoup de gouvernements collaborent avec les trafiquants de drogue parce que tel ministre, tel président, tel premier ministre, tel fonctionnaire, n'est-ce pas, trouve son beurre parce que à lui on donne quelques millions, à lui on donne quelques centaines de milliers de dollars. Mais pour 1 ou 2, 3 millions que vous recevez comme individu, est-ce que vous constatez les conséquences sur notre jeunesse? En Haïti, c'est triste à dire, une bonne partie de nos jeunes est perdue. Savez-vous pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux veulent aller à l'école, ils ne peuvent pas parce que l'État ne leur fournit pas les moyens d'y aller. Et puisqu'ils ne vont pas à l'école, ils deviennent une cible facile pour les trafiquants de drogue. Ils deviennent une cible facile pour ceux qui font des commerces illégaux d'armes à feu. C'est à ce point grave qu'on retrouve des jeunes adolescents, qu'on retrouve de jeunes adultes en Haïti avec des armes qui coûtent extrêmement cher, avec des munitions extrêmement raffinées. Mais qui leur fournit ces armes? Eux qui n'arrivent même pas à manger. Comment ces munitions peuvent-elles entrer dans ce pays qui est encore sous embargo en matière d'armes? Poser la question, c'est y répondre. Qui s'occupe des frontières, c'est l'État. Donc si nos pays sont envahis d'armes à feu et de munitions, c'est parce que des gens dans l'appareil de l'État sont complices, s'enrichissent à même l'avenir de nos jeunes. Il n'y a pas d'avenir sérieux pour nos collectivités si nos États ne prennent au sérieux la lutte contre la drogue. Malheureusement pour nous, puisque la drogue est une guerre raciale, nous ne pouvons pas compter sur les pays blancs
pour remporter la guerre contre les drogues. C'est à nous de nous entendre et de dire, c'est une question d'avenir pour nos jeunes, c'est une question d'avenir, n'est-ce pas, pour notre continent, c'est une question de sécurité pour nous que de prendre, n'est-ce pas, la lutte contre la drogue au sérieux. Dans l'espérance que l'émission de ce matin va nous alerter sur ce qui s'en vient pour nous, sur ce fléau qui s'installe déjà chez nous, même si nous tardons encore à voir tous les effets, dans l'espérance que vous allez vous souvenir de la manière dont l'État américain contrôle les Afro-Américains par la drogue et fait en sorte que jamais ces Noirs ne passeront du dernier échelon vers le sommet de l'échelle sociale, dans l'espérance que cela va nous sensibiliser sur la nécessité pour nous de prendre au sérieux la lutte contre la drogue. Eh bien, je nous invite comme parents, parce que nous avons aussi notre part à faire. Ce n'est pas seulement l'État. Nous avons une responsabilité comme parents au sein de la famille d'être plus vigilants vis-à-vis de ce que nos jeunes consomment, vis-à-vis de ce qu'ils entrent dans la maison, vis-à-vis de leur fréquentation justement. Nous devons être doublement vigilants. Parce que cette affaire de drogue, c'est une guerre raciale qui est initiée contre l'Afrique dans le but de zombifier les jeunes et de faire main basse sur les ressources tellement immenses de ce continent béni des dieux. Vous entendez ce que je dis? Vous entendez ce que je dis? Nous sommes un continent béni des dieux. Malheureusement, ce n'est pas nous qui jouissons de nos ressources. D'autres en jouissent et c'est toujours les mêmes. Regardez vers l'Occident. Et lorsque ça devient trop évident qu'ils font même pas sur nos ressources, ils laissent entrer la drogue chez nous pour zombifier nos jeunes, pour les aliéner de manière à ce qu'il n'y ait jamais de développement chez nous. En termes de solutions, justement, nous avons plein d'églises. Nous avons plein de mosquées sur notre continent. Nous avons plein de centres religieux dans nos pays d'afro-descendants. Imaginez seulement si ces églises-là, si ces mosquées-là, si ces centres religieux-là devenaient des centres de réhabilitation de nos jeunes. N'attendons pas 2050, il sera trop tard, puisque les cartels de drogue sont déjà présents chez nous et qui sont déjà en train de corrompre nos jeunesses. Pourquoi nos leaders religieux, les pasteurs là, plutôt que de parler de paradis, plutôt que de parler du retour de Jésus-Christ, ça on le sait ça. Pourquoi n'utilisez-vous pas votre influence, non pas pour juger les jeunes, mais pour les prendre en charge, pour les aider, n'est-ce pas, à se revaloriser, pour les aider à se construire une fierté identitaire. C'est ce qu'on attend de vous comme leader, que vous vous appeliez pasteur, que vous vous appeliez, n'est-ce pas, imam, ou peu importe le titre que vous portez. Utilisez vos endroits, parce que les familles fréquentent vos lieux, utilisez cela pour sauver ces jeunes-là, car ils sont déjà entre les griffes des cartels de drogue. Et pour ceux qui se retrouvent déjà sous les effets de ces drogues dures, vous savez, parce que nous sommes un continent béni des dieux, eh bien, dans nos faunes, dans nos flores, il y a déjà des plantes qui aident à se libérer des effets délétères des drogues dures. Pensez à l'iboga, par exemple. C'est utilisé en Occident. Alors que chez nous, quand on veut faire de la désintoxication, on refile des trucs chimiques aux gens. Non, on n'a pas besoin d'utiliser les trucs chimiques de l'Occident pour échapper aux effets des drogues dures. Nous avons l'iboga et chez nous, justement, nous avons ces gardiens de médecine traditionnelle qui sont de véritables connaisseurs des plantes. Eh bien, qu'ils mettent leur savoir au profit des jeunes. C'est une affaire sérieuse que ces affaires de drogue. On est en train de nous avoir par l'introduction des drogues chez nous. Nos jeunes ne travaillent pas, ils sont en quête d'identité, ils sont en pleine crise identitaire. Nous devons tous mettre l'épaule à la roue pour gagner cette bataille. Ce n'est plus le temps d'être divisé par la religion. Ce n'est plus le temps d'être divisé par des chapelles politiques. C'est le temps de se mettre ensemble pour sauver nos populations, pour sauver nos ressources, parce qu'une guerre neurologique est déjà initiée contre nous par l'Occident. Et cela se fait au vu et au su des services de renseignement des Occidentaux.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère vous avoir été utile. Gardons le moral, restons vigilants et ne l'oublions pas, nous sommes ensemble. Continuez à liker si vous aimez. Continuez à partager dans vos réseaux respectifs et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.